20 ans qu'on travaille ensemble, mais en fait, tout simplement par le biais d'un ami commun. Moi, j'étais journaliste pour Mad Movies, magazine sur les films de genre en France. Et Julien était lecteur et on avait un pote en commun qui bossait aussi à Mad Movies et donc qui a fait le lien, parce que moi j'étais aussi scénariste à mes heures perdues, mais je grattais dans un coin et je cherchais un jeune réalisateur capable de m'aider à passer le cap du film en fait. Et c'est ce pote-là qui me dit écoute, moi je connais un mec qui fait des courts-métrages dans son coin, super stylé et tout, vous devriez vous entendre. On a pris un pot ensemble et on s'est jamais quitté. Et on a fait notre premier film dans la foulée. Voilà. Et justement, quand on travaille à deux, c'est compliqué. Vous avez dit dans une interview que vous aviez en fait des façons de voir les choses très différentes et qu'en général vos projets, eh bien, c'était un mix, un compromis entre vos deux points de vue. Et justement dans ce film ici, quels ont été les points de vue différents de chacun sur ce film? C'est pas trop évident parce qu'en fait on n'a pas écrit ce film déjà. Généralement on écrit nos scripts. Donc effectivement quand je dis qu'on a des points de vue différents, c'est parce qu'on est unique, chacun est unique. C'est-à-dire qu'on a les mêmes envies, mais qui peuvent se matérialiser des fois de façon différente, mais c'est le diable est dans le détail, c'est-à-dire que ça joue sur pas grand-chose. Mais c'est pareil pour tout le monde, c'est-à-dire vous exposez à quelqu'un une situation, il va se l'imaginer, vous allez vous l'imaginer également, et si on pouvait matérialiser cette vision entre guillemets, vous verrez que ça ne sera pas exactement la même chose sur la même idée. Donc forcément, quand on pense à une idée concrète, vu qu'on fait un art visuel, donc des fois on n'est pas forcément tu voyais ça comme ça toi, je dis ouais, ah moi je ne le voyais pas comme ça, etc. Donc c'est l'art du compromis, le cinéma, enfin, du moins de faire un film. Donc généralement on essaye que chacun d'entre nous ne sorte pas frustré d'une journée de tournage. Et on essaye justement par exemple si moi j'ai envie de faire une scène comme ça, on l'a fait comme ça, et si Julien avait une idée de la faire différemment, on l'a fait également de la façon dont il voulait la faire. Et on décide après au montage. Je sais pas si on m'entend là. Quelques micros peut-être? Oui, j'emprunte le micro. Mais justement, vous en parliez, c'est votre première adaptation. Quelles difficultés vous avez rencontrées dans ce processus justement d'un matériel qui n'est pas le vôtre à l'origine? Je suis trop fort. Écoute, ouais, effectivement, c'est une première de se fondre dans l'univers de quelqu'un d'autre. Là, en plus, un romancier. Le rapport au livre est vraiment tout à fait différent d'un rapport qu'on peut avoir à un film. Donc le premier défi, c'est de rendre justement visuel parfois des pages et des pages qui ne sont que des pensées, des émotions, et donc on est dans la tête des inspecteurs, on se pose leurs questions. Donc nous, il faut qu'on le traduise de manière concise et efficace et émotionnelle aussi. Donc ça, c'est le premier défi. En plus, travailler avec un auteur qui a été assez peu présent, il nous a vraiment laissé toute sa confiance sur l'adaptation. Mais quand même, du coup, plus il nous faisait confiance, plus on n'avait pas envie de le décevoir. En fait, on avait vraiment envie d'être fidèle à son livre et qu'il soit heureux du résultat. Donc ce savant mélange avec le plus important pour nous, c'est-à-dire que le film nous ressemble et qu'il soit cohérent dans notre filmographie, c'est-à-dire que nous, on l'a accepté parce qu'on y a vu des ponts avec des thématiques qui nous intéressent, qui nous plaisent, qu'on a déjà plus ou moins abordé dans nos précédents films. Et donc un des morceaux aussi de cette adaptation, c'était de se l'approprier et de le ramener dans notre univers. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Je vais sauter maintenant mon micro fonctionne, donc ça va. Je vais sauter justement sur cette question de votre univers. Vous travaillez souvent avec un aspect, on va dire, mythologique dans vos films. À quel point vous avez besoin d'aborder un patrimoine fantastique essentiellement francophone? En fait, ça relève juste d'une passion commune qu'on a avec Alexandre.
pour tout ce qui est contes et légendes et folklore, mais pas que français. En fait, on adore ça, on trouve ça vraiment fascinant, et notamment toutes les connexions qu'il y a entre les différentes croyances et les différentes légendes, quelle que soit la région, le pays, le continent, et donc nous, on trouve qu'il y a un potentiel d'histoire à raconter absolument gigantesque. Et nous, on a toujours défendu cette idée d'un cinéma de genre francophone, et qui est quelque chose qui est important pour nous, parce que c'est notre genre de prédilection qu'on adore en tant que spectateur. On adore les films d'horreur, les films fantastiques, les films d'épouvante, et on est quand même relativement frustré de l'offre qu'il y a en France. Donc on s'est toujours dit qu'on avait envie de faire exister ce cinéma-là qu'on aime profondément dans notre pays, chez nous, et en se disant mais putain, tout est sous nos yeux en fait. C'est-à-dire que voilà, dans tous les pays européens, il y a des histoires complètement fascinantes et qui pourraient faire des très bons films. Donc ça ressort régulièrement dans nos films, effectivement. Là, dans Le Mangeur d'âme, donc c'est pas nous qui avons écrit l'histoire, mais ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur les choses qui nous ont parlé. C'est-à-dire qu'en lisant ça, on s'est dit, waouh, une légende locale, dans les Vosges, une région qui est très très forestière, avec une nature prédominante, donc très propice à la naissance des croyances. Ça a tout de suite résonné en nous, quoi. Et là, justement, pour rester dans les thèmes de prédilection qu'il y a chez vous, dans le début de votre carrière, dans vos premiers films, on est dans des huis clos que vous semblez affectionner, et là, vous êtes tout à fait dans autre chose. On est dans la nature, à l'extérieur, pas dans les studios. Quelle a été la difficulté pour trouver, évidemment, des lieux de tournage qui correspondent à ce qu'on voit, enfin, ce qu'on lit, en tout cas, dans le roman? Bah écoute, alors le film a été tourné intégralement en décor naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de studio. C'est-à-dire même quand on est à l'intérieur des maisons, généralement au cinéma, on recrée les intérieurs des maisons en studio pour avoir plus de confort de tournage pour l'équipe. Parce qu'on peut déplacer des murs qui sont tous faux évidemment, on peut mettre les caméras où on veut, etc. Et on peut faire circuler une équipe de tournage. Généralement, on a à peu près en moyenne une quarantaine de personnes sur le plateau tous les jours. Donc c'est beaucoup de monde dans des lieux généralement très exigus. Et là, on a fait tout en décor naturel, c'est-à-dire qu'on a fait nos intérieurs maisons dans les vraies maisons dans lesquelles on tournait en extérieur. Et ce qui ramène un vrai côté aussi crédible et palpable au film. Car on peut le sentir généralement quand on passe du studio, au vrai décor, etc. Donc ça, généralement c'est bien fait, mais on peut quand même des fois un peu le sentir. Et là, nous, on avait au moins la possibilité même de faire des scènes qui partaient de l'intérieur de la maison pour arriver à l'extérieur. Ce qu'on ne peut pas faire évidemment quand on est en studio. Et ça a été une de nos forces en fait sur ce film, car c'est un budget relativement petit quand même, il faut le savoir. Donc on n'avait pas les moyens de recréer en studio toutes ces maisons. Et donc il fallait les trouver. Et pour les trouver, c'est très simple, il faut chercher, ça s'appelle le repérage. Donc faire des repérages, c'est-à-dire qu'avec Julien, on est parti avec plusieurs membres de la production et les scénaristes dans les Vosges sur plusieurs sessions. Et en fait, vous cherchez, là-bas, vous rencontrez des locaux, des gens qui connaissent très bien la région, dont c'est le métier de repéreur. Vous leur dites, on aimerait bien une maison un peu dans ce style-là, etc. Et ils vous proposent. Et en fait, vous passez vos journées en voiture à sillonner la région, à voir des spots différents et à les valider ou pas en fonction de ce qu'on trouve, de ce que ça nous plaît ou pas. Et après arrive le problème d'avoir aussi les autorisations de tourner. À titre d'exemple, nous, le livre, en fait, je ne sais pas si des gens lu le livre, mais à la fin du livre, ça se déroule en fait dans un chalet lambda, là où les méchants opèrent, font leur diabolique, voilà, bases œuvres. C'était dans un chalet totalement normal, et ça se faisait à la cave en fait. Et nous, avec Julien, on voulait quelque chose un lieu beaucoup plus cinématographique quand même, pour finir sur quelque chose avec de l'ampleur. Donc on a trouvé ce fameux sanatorium abandonné dans les Vosges, qui s'appelle vraiment l'Altenberg, comme il est appelé dans le film. On a vraiment donc tourné dedans à l'intérieur et à l'extérieur, et c'est un des plus grands spots d'urbex en France en fait. Et là, dès qu'on l'a vu, au tout début de repérage, tout de suite on s'est dit ouais, mortel, c'est là, on veut absolument tourner ici. Et après en fait c'est là où on a galéré, on a mis à peu près 3 mois à retrouver le propriétaire.
et avoir les autorisations de tourner, parce qu'on peut pas, même si c'est des lieux abandonnés, ça appartient à quelqu'un, donc je peux pas investir des lieux abandonnés comme ça, sans autorisation, sous peine de poursuite tout simplement. Et c'était une vraie tannée de retrouver le mec, en plus il était russe, donc en ce moment c'est compliqué de parler avec les Russes, mais on l'a retrouvé, et après ils voulaient même nous le vendre, donc pour te dire. Et même pas cher, hein, 150 000 €. Ça vaut le coup. Et je me trompe, ou il y a eu une petite scène ou l'autre à Gérardmer? Une scène, pardon? À Gérardmer. Ouais. Il y en a une? Une scène à Gérardmer? Oui. À Gérardmer même? Le festival, là où on fait le festival. Donc, Ouais. Ah oui, c'est tourné. Et ça aussi, ça faisait partie du repérage ou c'est une boutade? Non, mais il n'y a pas de scène à Gérardmer. Ah, mais moi j'ai lu ça quelque part que vous aviez. Ah oui, si, enfin, oui, si, il y a. Oui, pas au festival, pas pendant Non, le pas le festival, mais dans l'endroit Oui. même de Gérardmer. Ah non, parce qu'on était vraiment dans le giron de Gérardmer, hein. C'était pas pour faire un clin d'œil au festival qu'on a tourné à Gérardmer. On a tourné dans plusieurs villes, dont Gérardmer. Gérardmer, on a tourné juste en fait la scène du chalet luxueux où les deux flics vont trouver le couple qui s'est entretué à l'âge. Ça, c'était tourné vraiment, et c'est pareil, c'est un chalet en fait qui était sur Airbnb, qu'on a spoté, qu'on a loué, puis on a tourné dedans. On l'a nettoyé après. Alors, avant de laisser le public vous poser des questions, j'en avais une. Par rapport au casting, on retrouve Sandrine Bonner, qui n'est pas une actrice qui est très marquée genre, mais qui était dans un film que vous avez loué dans un magazine, La cérémonie de Claude Chabrol. Quelles ont été les conversations justement avec elle et justement de travailler avec des acteurs qui sont peut-être pas typés film de genre? En fait, les acteurs, ils sont pas forcément, tu vois, à mettre dans des cases, hein, tu vois, eux-mêmes, nous, quand on a rencontré Sandrine pour la première fois, je viens parler de Virginie, etc., parce que c'est vrai que c'est une actrice, nous, qu'on adore, et elle nous fait, j'ai adoré le scénario et tout, mais j'ai jamais fait de film d'horreur ou de genre, et on lui fait, bah si, t'en as fait. Bon, déjà, t'avais fait La cérémonie, évidemment, mais surtout, t'as fait un des plus grands films d'horreur de tous les temps, Sandrine, qui, moi, personnellement, m'a traumatisé plus que L'Exorciste. C'est Santo Aniloa d'Agnès Varda, qui est un film abominable. C'est ça la vraie horreur. C'est-à-dire, Santo Aniloa, ça s'ouvre sur un plan fixe d'un champ en plein hiver, avec une jeune fille de 17 ans morte dans ce champ, morte de froid. On comprend qu'elle est SDF et qu'elle est morte de froid dans ce champ. C'est joué par Sandrine Bonner. Et moi, cette image, elle m'avait marqué au fer rouge toute ma vie, en fait. Dès ma jeunesse, j'ai vu très, très jeune Santo Aniloa. Et pour moi, c'est ça la vraie horreur. C'est pas ce qu'on fait avec les vampires et les loups-garous, là c'est fun en fait, c'est rigolo. Et donc on a dit, mais tu sais Sandrine, t'as fait un des plus grands films d'horreur français, tu vois, sur les SDF, les jeunes filles qui meurent dans la rue, dans l'indifférence générale, c'est ça c'est abominable. Elle a fait, ah oui, t'as raison. Et donc du coup, ça l'a complètement libéré de jouer ce film, surtout qu'elle a un rôle pas évident, parce qu'on lui proposait le rôle de la grande méchante, qui est vraiment une vraie salope, donc du coup ça l'a fait plutôt marrer en fait. Je pense qu'on peut proposer au public de poser leurs questions. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à lever la main. S'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas, c'est toujours le moment, l'instant, tant qu'ils sont disponibles.